Salut, mon nom est Ndigo Biwele Germain. Je suis un chef traditionnel camerounais, auteur, inventeur et chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous invite à découvrir dans ce vidéogramme un document dont les éclairages susciteront à coup sûr une grande effervescence à travers le monde. Prenez le temps d'écouter avant de juger, de peur de passer à côté d'un faisceau de révélations qui bouleverseront, j'en suis convaincu, la vie sociopolitique, économique et culturelle de vos États dans les toutes prochaines années. 50 éclairages pour un monde meilleur. Seizième éclairage. Une justice qui ne juge que les délits, les infractions et les crimes s'obscurcit dans l'ombre du mal et elle suscite la peur, l'angoisse et les soucis. Comme vous le savez tous, lorsqu'on vous convoque au palais de justice, vous ne pouvez pas vous y rendre avec la joie au cœur. C'est un lieu de terreur. C'est un lieu anxiogène. Les juges qui ne traitent que des infractions, ne règlent que les problèmes des crimes et des délits, ont la conscience et la pensée toujours noyées dans les litiges. Ils connaissent rarement la joie, car tel est l'esprit d'un homme, telle est sa vie. La justice doit également juger le bien et bénir sans toujours condamner. L'examen des bonnes œuvres des citoyens, par exemple, l'étude des dossiers d'avancement dans la fonction publique et l'octroi des médailles constituent des tâches qui méritent d'être confiées au service de justice, car c'est elle qui a la charge de punir et de racheter les hommes, de les perfectionner et de rendre le monde meilleur. 17e éclairage. La justice doit clairement établir le rapport qui existe entre les fautes commises et les sanctions qui sont prévues par la loi. Jusqu'à ce jour, les décisions des juges n'ont aucun lien logique, scientifique et moral avec la nature des délits et des crimes qui sont commis. À l'instar des mots de nos langues, par exemple, qui n'ont aucun lien intime avec les éléments naturels qu'ils désignent, étant donné que c'est chaque peuple qui invente les sons qu'il attribue aux réalités de son milieu naturel, les sentences des juges restent arbitraires, car nul ne peut établir l'équivalence logique qui existe entre un crime et le temps d'emprisonnement du criminel. Si le voleur d'une corbeille de tomates est condamné, par exemple, à 1 an d'emprisonnement ferme, à quel nombre de jours correspond donc une tomate? 2 tomates. Quelle est la proportion du crime qui correspond à 1 heure d'emprisonnement? 1 jour, 1 mois ou 1 année de détention, ou encore au montant des dommages qui sont exigés? Tout cela devrait être précisé et pour des États qui se veulent modernes, cela ne doit pas se faire à la tête du coupable ou du condamné. La justice actuelle est très souvent injuste, car les peines qu'elle inflige aux condamnés ne correspondent pas à l'ampleur des fautes commises. Elle semble donc être aveugle et même éloigné de l'idéal véritable de la justice qui doit transformer, éduquer et faciliter une croissance honorable des populations. En observant ces méthodes, on a l'impression de voir un chef de famille qui éduque ses enfants
par la terreur, n'est-ce pas? En leur infligeant des peines traumatisantes. Ce père a même rédigé un registre de châtiments et des peines qu'il inflige à ses enfants. C'est le code pénal. Il faut savoir que pénal vient de peine. Ce grimoire de l'enfer qui égrène l'effroyable liste des souffrances que doivent endurer ceux qui transgressent les lois. L'expérience nous montre plutôt qu'un père aimant punit, non pour assouvir sa colère ou torturer son enfant, mais pour l'éduquer, pour le rendre meilleur. Celui qui rend le mal pour le mal le multiplie, et il n'est guère différent de la personne dont il condamne les actes. Nos parents, les juges, ont-ils cette sagesse? Eux qui ne pensent qu'au châtiment, dès qu'il y a faute ou transgression. Eux qui ne se réfèrent qu'à leur livre des peines, dès qu'il y a un petit délit. Au lieu de sauver l'homme par des jugements qui pourront le perfectionner. Pourquoi ne pas faire un droit rédempteur, par exemple, et éducateur, qui lave les fautes et sauve l'homme du gouffre dans lequel il chute? La peine et la souffrance, l'intimidation et la terreur, peuvent-elles vraiment changer positivement les hommes? Si oui, pourquoi est-ce que les anciens prisonniers ne deviennent-ils pas des modèles de vertu? La justice de nos États semble être vindicative à bien des égards, et sa balance truquée ne donne jamais à ses clients l'exacte contrepartie de leurs actes. En cela, j'invite les magistrats à revoir le fond et la forme de leurs droits, car leur jugement crée d'énormes souffrances et constitue un frein au développement. La justice doit être un instrument au service du perfectionnement des hommes et non une machine terrifiante dont les actes reposent sur l'arbitraire, l'humeur du juge, la terreur, les exécutions, les pendaisons et l'écrasement des hommes dans la vermine. Confisquer la liberté d'une personne, c'est la rendre psychologiquement et moralement infirme. Jeter un homme en prison, c'est le mettre en cage, comme un animal, et le réduire à la condition d'esclave. Ces crimes contre l'humanité ne sont pas dignes des États qui se disent modernes, car ils prouvent que nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre les causes véritables des crimes qui se trouvent pourtant dans nos choix institutionnels. La justice des États actuels ne mérite donc pas de porter son nom car elle est déshumanisante, aveugle et malfaisante, étant donné qu'elle entretient avec passion le feu de l'enfer dans les prisons et assume avec honneur l'héritage du fouet, de la hache des bourreaux et des cachots. Lorsqu'on parle d'écrouer des hommes, c'est-à-dire de les enchaîner, lorsqu'on parle de menotter les hommes, sommes-nous différents des négriers et des esclavagistes? La justice est surtout, à mon avis, un théâtre dont les acteurs, vêtus de costumes et de perruques de scène, nous offrent à travers ses actes et ses entr'actes, son jargon moyenâgeux et ses coups de gourdin sur les tables. Pum, pum, pum. Le triste spectacle de personnes qui n'ont pas compris que la justice est la source d'eau du village qui apaise la soif et purifie les hommes. Lorsque ce puits et cette source de vie se remplit, hélas, de crapauds noirs et de sangsues, où est l'espoir de la vie? 18e éclairage.
Ce n'est pas le voleur de pain qu'il faut condamner, mais le chômage, ce qui a poussé cet homme à aller voler le pain. C'est ça qu'il faut condamner. C'est ça la souche, au lieu de couper seulement les branches. Ce n'est pas le criminel qu'il faut envoyer en prison, mais ce qu'il faut mettre derrière les barreaux, c'est l'inculture, le manque d'éducation. Les problèmes qui sont exposés aux juges sont des sonnettes d'alarme que le peuple envoie à l'État. Mais celui-ci ne les perçoit pas et réagit par la violence, comme un père qui choisit plutôt de frapper son enfant qui gémit de faim, au lieu de lui trouver à manger. C'est ce qu'on voit dans les palais de justice. Parce que les voleurs et les criminels commettent ces fautes parce qu'ils sont dans des difficultés. Au lieu de traiter ces difficultés, nous les envoyons en prison. Lorsqu'un système politique est imparfait, il ne peut qu'engendrer des crimes, des fautes et des transgressions. La responsabilité de ces mots n'incombe donc pas à ceux qu'on condamne dans les palais de justice, mais aux dirigeants qui acceptent de prendre le pouvoir alors qu'ils sont incapables de créer des conditions d'une vie honorable pour tous les citoyens. Ce sont donc les magistrats, les députés et les ministres qu'il faut mettre en prison, car les hors-la-loi ne sont que les victimes de leurs mauvaises politiques et lois, institutions. La sentence qu'il faut prononcer contre le voleur de pain, c'est son recrutement dans une entreprise où il percevra désormais un salaire lui permettant de vivre décemment. Le bon jugement qu'il faut prononcer contre celui qui tue un homme, c'est son inscription dans une école qui lui apprendra la valeur sacrée de la vie humaine. Les prisons actuelles doivent être transformées en centres d'éducation et de formation. Il faut en faire des synagogues, des mosquées, des églises, des monastères, dont les prières laveront les sels, le sang et les larmes qu'on y déverse depuis des siècles. L'État qui entretient des pénitenciers, qui mettent des hommes en cage et les traite comme des animaux, ne craint ni Dieu, ni l'homme qui est fait à son image. Cet État est tout aussi criminel, à mon avis, aussi criminel que les malheureux innocents, qu'il pousse au crime par ses fausses lois et qu'il condamne ensuite pour faire croire aux ignorants que la justice est rendue. Si la justice était réellement rendue dans nos pays, ces derniers seraient heureux, car la justice est le traitement humain des hommes. Par elle, toute personne qui chute dans l'animalité retrouve son humanité. 19e éclairage. Si vous demandez à un républicain ou à un monarchiste de vous donner la définition du pays, il vous parlera du territoire national et de ses frontières avec les pays voisins. Les pays voisins. Pour ces aveugles, le territoire physique d'un État constitue le pays. Cela est pourtant faux. Car un même territoire peut avoir porté les noms de plusieurs pays ou plusieurs royaumes. La maison d'un homme ne peut en aucun cas représenter cet homme. Il n'est également pas possible de dire que le corps d'un homme, c'est l'homme, car il est difficile de reconnaître un homme par les seuls traits de son corps, étant donné que celui-ci évolue et vieillit. L'identité d'une personne se révèle surtout au travers de ses idées, de ses pensées, ses paroles et ses actes. Le territoire physique existe depuis des millions d'années, alors que le pays est une création récente.
Il n'est donc pas possible de réduire un pays aux terres qu'il occupe. L'identité véritable d'une nation se trouve dans sa culture, ses valeurs et ses institutions. Si je prends le cas de mon pays, le Cameroun, pour le connaître véritablement, vous trouverez ces valeurs, les valeurs qui définissent profondément notre pays et le caractérisent dans sa devise. Notre pays est un pays de paix, de travail et de patriotisme, d'amour de notre territoire. Vous retrouverez d'ailleurs cette valeur de l'amour dans tous les 2 couplets de l'hymne national. Ensuite, il y a la droiture. Va debout et jaloux de ta liberté, dit notre hymne national. Donc, il est question de droiture, de justice qui caractérise notre pays. Ensuite, de liberté. On trouve ensuite la foi et l'unité dans ce pays qui est identifié au soleil, puisqu'il est dit, comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Nous sommes invités à être des hommes de foi au Cameroun, des hommes d'unité. Puis vient la valeur de l'amour, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. C'est l'amour qui unit tous les Camerounais, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Il est le ciment de notre nation. La valeur qui est la valeur mère, cette valeur dont je parle depuis le début de cet enregistrement. Puis le service, un service désintéressé, sans corruption ni monnayage, puisqu'il est dit te servir, que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Dans le second couplet, la valeur de l'amour revient, puisqu'il est dit vers la fin, espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans borne à jamais, à nouveau cet amour, qui revient même à la fin du refrain. À toi l'amour et le grand honneur, à toi l'amour. Voilà les valeurs qui identifient le Cameroun. Pas le triangle national, mes chers amis. Pas le triangle, pas les montagnes, les rivières et les bêtes sauvages. C'est pas ça le Cameroun. Le Cameroun véritable se trouve dans ses institutions et ses lois. C'est celui qui accueille ces données immatérielles de la vie d'un peuple, qui vit dans le pays et peut recevoir sa nationalité. De nombreux dirigeants, hommes politiques et citoyens ne connaissent donc pas l'identité de leur pays sur la base, l'exemple que je viens de prendre pour le Cameroun. Pensez au Sénégal. Est-ce que vous connaissez votre pays sénégalais? Et vous, Nigériens, Algériens, Tunisiens, Éthiopiens, Chinois, Français, etc. Je dirais donc que lorsque vous ne connaissez pas votre pays, dont les traits caractéristiques se révèlent dans les valeurs de vos hymnes, drapeaux, devises et principes de la Constitution, comment pouvez-vous réellement promouvoir son développement? Peut-on promouvoir le développement d'une chose qu'on ne connaît pas? Il est urgent d'élever la conscience des peuples dans ces valeurs immatérielles, plutôt que de diriger la conscience vers ce que le pays n'est pas, ce qui n'est que le socle de ces valeurs. Il faut élever la conscience des citoyens dans la paix, le travail, la patrie, dans la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ce que vous connaissez, dans l'amour, la justice, la paix, la liberté, la bienveillance. Le lieu où demeure la conscience et l'esprit
est la véritable patrie de l'homme. Cette vérité rendra l'action politique encore plus facile et exaltante, car la vie matérielle est le miroir sur lequel se reflètent l'esprit et ses valeurs. Telle est la pensée d'un homme, telle est sa vie. En élevant donc la conscience des populations et de vos citoyens dans les valeurs réelles qui caractérisent vos pays, des valeurs qui sont très souvent séraphiques, vous ferez vivre vos populations dans la lumière et la force qui les unira plus solidement et qui en fera une seule famille unie et liée par un même esprit. 20e éclairage. Lorsque je regarde la carte du monde, le tracé des frontières entre les pays me donne l'impression d'une planète qui est en train de craquer et d'éclater en 1000 morceaux. Le morcellement du globe terrestre en une infinité de micro-États ne favorise pas l'unité et le développement des peuples. La planète est un corps indivisible et les continents dépendent les uns des autres. Ils sont semblables au quartier d'une orange, dont les fibres et le jus sont les mêmes pour tous les pays. Le monde fonctionne malheureusement comme un corps dans lequel chaque organe se bat pour ses intérêts et vend ses services à d'autres tissus organiques. Le rein se déclare indépendant du reste du corps et le foie exploite le cerveau, repousse les immigrés des poumons et soumet le pancréas à l'esclavage. La terre est dépecée et cette désunion entre les membres d'un même corps fait couler beaucoup de sang depuis des siècles. L'explosion nucléaire qui se produit pourtant en Ukraine, comme en 1986, répand son nuage radioactif en Europe. La pandémie, comme celle du Covid-19 qui naît en Chine, se propage dans le monde entier en quelques jours. Celui qui bombarde un pays étranger est semblable à un homme qui se poignarde la cuisse. Celui qui repousse les migrants ferme sa porte aux membres de sa propre famille, car qui de nous peut dire qu'il connaît toute la lignée de ses ancêtres, depuis les origines de l'humanité jusqu'à ce jour? Qui? Le frère de l'homme, c'est l'homme. Tous ceux qui partagent la vision organique de la planète doivent militer pour que l'Amérique anglo-saxonne et l'Amérique latine ne forment que deux pays. L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest doivent former également deux pays, tout comme l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique au-dessus de l'équateur et au-dessous de l'équateur. L'Asie et l'Océanie formeront 6 États et le monde comptera 12 grands empires qui seront les reflets planétaires des 12 grandes divisions du corps humain. Oui, la Terre est un être vivant. Elle a une tête, un tronc et des membres qui sont, hélas, écartelés par les menus États issus de l'éclatement aveugle du globe par les nationalismes. Ces frontières qui séparent des peuples, des régions et des vies qui dépendent pourtant les unes des autres, comme des tissus d'un même corps, doivent être redessinés en tenant compte de leur correspondance anthropomorphique. Les états microscopiques qui entravent l'unité des membres de la grande famille humaine doivent être effacés et les ressources libérées de l'ego des chefs en mal de gloire rééquilibreront les forces politiques, économiques et culturelles du monde.